Ukraine et géopolitique mondiale. Vaste sujet. Où en est-on sur la guerre en Ukraine? Quelles sont les implications et les conséquences sur la géopolitique mondiale? Est-ce que ces deux sujets sont indépendants ou y a-t-il une trame de fond liant tous les conflits? Ça, c'est une autre question. Quels sont les rapports de cause à effet? Pour faire le point sur la situation et répondre à nos interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, et Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Messieurs, s'il vous plaît, pouvez-vous résumer la situation en Ukraine et ses implications sur la situation géopolitique mondiale? Je vous laisse choisir. Merci Nicolas, merci à Philippe Murer, merci à tous d'être venus pour ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et surtout pour ce que nous devons tous faire pour l'avenir. Alors l'Ukraine, c'est un piège, la guerre en Ukraine. C'est un piège parce que d'une part, elle a visé à diviser l'Europe, la Russie et le reste. D'autre part, c'est un piège parce qu'elle crée une situation où l'État-nation est dévoyé et corrompu. L'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde. Et les mafias ukrainiennes et les mafias russes collaborent allègrement derrière cette guerre. On l'a vu dans l'affaire du gaz, par exemple, à un moment donné. Ensuite, c'est la barbarisation. Peut-on imaginer qu'une guerre, comme la guerre de 1914, se déroule dans les tranchées avec en plus les drones? C'était quelque chose d'épouvantable, de scandaleux. Et enfin, c'est une guerre par procuration, parce qu'on fait mourir les Ukrainiens. On les fait mourir, soi-disant pour notre cause, soi-disant européenne, lorsqu'en réalité, on les fait mourir pour des intérêts financiers qui sont derrière cette guerre et qui l'ont provoquée. Et géopolitique, d'ailleurs aussi. La finance et la géopolitique vont toujours ensemble. Alors, il faudrait faire le récit de toute cette guerre. Je dirais simplement une chose, c'est qu'en fait, elle a commencé à partir de 1992-94. On avait promis à Gorbatchev qu'on n'étendrait pas les opérations militaires de l'OTAN et de leur pays au-delà de l'Allemagne réunifiée. Il y avait un accord de ce type. Et moyennant quoi, la Russie reconnaissait que l'Ukraine existait avec ses frontières. On a trahi du côté occidental du début jusqu'à la fin. Et on a provoqué la Russie, et on a provoqué Poutine à intervenir, alors que, en 2021, fin 2021, il avait demandé un système de sécurité et, si possible, de développement en Europe. Certes, il avait demandé de façon assez catégorique, mais il avait demandé. On lui a fermé la porte au nez. Et d'ailleurs, on ferme la porte au nez à Poutine depuis, disons, 1994-95. J'ai un ami, journaliste, qui était à la chute du mur à Pétersbourg et à la mairie où il y avait Anatoly Sobchak, qui était le maire, le gens le plus pro-occidental qu'on pouvait penser en Russie. Et ils ont discuté, puis est rentré un petit homme qui était aussi tout à fait pro-occidental, qui voulait adhérer à un nouveau monde dans lequel il y aurait un développement mutuel. Cet homme, c'était Poutine. Poutine, on lui a fermé la porte au nez après le 11 septembre aux États-Unis. On n'a pas arrêté de lui fermer la porte au nez. Il est devenu le Poutine qu'on connaît aujourd'hui. On l'a créé. Et il faut dire et redire que cette invasion, il faut bien une invasion, bien que Poutine l'ait appelée une opération spéciale, il appelle une opération spéciale parce qu'il pense que l'Ukraine fait partie de la Russie. Alors c'est très curieux, je dirais une dernière chose que les gens ne savent pas, c'est que son négociateur aujourd'hui, et c'est là tout le paradoxe de cette histoire qui montre comment on bafoue les États-nations, son négociateur, Kirill Dmitriev, est né à Kiev, en Ukraine, et il a fait ses études à Stanford, la pire école américaine de la déformation des élites au sein de Silicon Valley. Il a travaillé à Goldman Sachs, et là on a la négociation. On est en train de se moquer de nous complètement dans ces affaires. Et on est en train de se moquer de l'État-nation, de la justice, du droit, et on a jeté à la rivière tout le droit international, tout le respect qu'on peut avoir les uns pour les autres. Trump l'a dit et répété, il a dit « moi, je n'ai pas d'autre morale que moi, et que ma propre morale, tout le reste, c'est des rapports de force ».
Et je pourrais vous parler de toute l'histoire jusqu'au moment où, un moment fondamental, où Stepan Bandera est apparu, cet ancien nazi, collaborateur des troupes hitlériennes, est apparu dans l'histoire ukrainienne ouvertement. 2004 est consacré, disons, héros national par l'homme que soutenaient les pays occidentaux, Yushchenko à l'époque, Yushchenko, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, paraît-il, qui a dit « c'est un héros national » et il l'a proclamé. Donc c'était une provocation. Voilà que le dirigeant qui a collaboré avec les nazis, qu'on a même appelé la route qui conduit de la capitale à Babi Yar, de son nom. Babi Yar, c'est le grand massacre par les armes des nazis et des Ukrainiens d'ailleurs qui coopéraient à l'époque. Donc on a une situation inouïe. Et nous, on s'est laissé faire, on s'est privé de l'énergie venue de Russie, et en même temps, ce qui est absolument scandaleux, on continue à recevoir l'uranium qui est retraité en Russie, on continue à recevoir, et les États-Unis aussi, figurez-vous. Donc on se moque de nous, on se moque des peuples, on se moque des nations, et c'est d'autant plus un défi qu'elle se produit aujourd'hui à l'occasion de l'affaire Epstein, qui révèle à quel point ces élites occidentales sont corrompues, non seulement sexuellement, mais financièrement, ce qui est encore plus grave, si on peut dire. C'est consubstantiel. Donc voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà par rapport à cela ce dont il faut sortir. Merci. Alors ce débat va être compliqué parce qu'on est d'accord. Donc, vous pensiez voir des désaccords, ça va être dur, on va essayer d'en trouver. J'ai eu peur parce que je voyais 2 drapeaux, je me suis dit, ils n'ont quand même pas mis un drapeau européen. Un pour chacun, bon, un pour chacun. J'ai eu peur. Alors, sérieusement, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Ce qui est terrible, ce qui est terrifiant, c'est que face à ce conflit, la France, l'idée que je me fais de la France gaulienne, avait une carte magnifique à jouer, qui aurait bouleversé le monde, et au lieu de jouer sa carte de la liberté, des valeurs, de l'indépendance, eh bien, elle est tombée dans le piège. Mais je vais encore plus loin que Jacques. Je ne reviens pas sur ce que tu as dit, parce que sinon, ça serait répétitif. C'est la plus grave erreur géopolitique du siècle. Parce que l'Europe occidentale, sans la Russie, ne peut pas peser face à la Chine et aux États-Unis. Ne peut pas incarner un avenir vis-à-vis des peuples d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie qui ne sont pas sous l'emprise chinoise. Et donc, au moment où le monde multipolaire émerge, le monde multipolaire qu'avait anticipé De Gaulle dans les années du mur de Berlin, du face-à-face entre la Russie communiste, l'URSS, et les États-Unis, ce qui était d'une provocation inouïe. Moi, j'ai relu, j'ai revu un reportage sur quand De Gaulle dit « les bases doivent fermer dans 6 mois et tous les soldats américains seront partis en 66 ». Imaginez le courage politique face aux nains de jardin qui nous gouvernent aujourd'hui. Non, mais c'est impressionnant. On n'imagine même pas ce que ça veut dire, en pleine guerre froide. Et aujourd'hui, où ce monde multipolaire est là, sous nos yeux, où la France l'incarne encore, ou l'incarnait encore, aux yeux de ses dirigeants, des peuples, où le drapeau tricolore vaut quelque chose, eh bien, on a des dirigeants qui refusent ce monde multipolaire, qui tombent dans le piège des néoconservateurs américains et des intérêts américains, et qui jettent la Russie dans les bras de la Chine, la mettant d'ailleurs en situation de dépendance vis-à-vis de la Chine, parce qu'il est évident qu'avec l'ouverture des nouveaux gazoducs vers la Chine, avec tout ça, il est évident que la Chine va mettre en dépendance la Russie, mais on ne lui offre pas d'autre solution. Alors qu'on avait l'occasion historique d'avoir un partenariat et de dire non à ce piège de la guerre en Ukraine. Mais on a des dirigeants qui ne défendent plus la France. Mais c'est pire que ça. C'est qu'ils vont profiter et qu'ils profitent aujourd'hui de ce conflit, de ce discours voulant faire passer. Alors là, si on nous écoute, tout ce que vous allez filmer va être coupé pour ingérence. Nous sommes des agents russes. Voilà. Non mais si on se met dans la logique de contrôle des réseaux sociaux, du DSA,
de Bruxelles, et on y reviendra, et de Macron. Ça veut dire ce qu'on dit là et ce qu'on dit devant ces caméras peut nous faire couper la diffusion, objectivement. Ingérence. Voilà. Aucune preuve, rien, mais ingérence. Donc, moi, je n'ai pas été voir Poutine, je ne sais pas toi, je n'ai pas reçu l'argent de Poutine, je n'ai aucun lien particulier avec les uns ou les autres. Je dis simplement que c'était l'intérêt de la France et de l'Europe en général, de l'industrie allemande, italienne, française, etc., de se mettre loin de ce conflit, de le désamorcer, de ne pas l'épouser pour éviter le drame. C'est-à-dire une Europe rayée de la carte, des nations européennes, puisque je crois aux nations européennes, des nations européennes rayées de la carte, forcées de choisir entre la Chine et les États-Unis, sans la capacité d'alliance énergétique, intellectuelle, scientifique avec la Russie. Donc un drame. Mais où je veux aller plus loin encore, mais je suis sûr que tu y aurais été si tu avais eu plus de temps, et je fais attention de ne pas dépasser ton temps de parole, donc j'ai 30 secondes ou une minute. C'est un piège encore pire, c'est-à-dire que Macron, Merz et Van der Leyen et les fédéralistes veulent utiliser ce conflit pour achever le coup d'État fédéral. Et c'est là où la période devient historiquement extrêmement périlleuse. Et c'est là où on doit s'unir tous et où il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que vous voyez bien les 2 derniers discours hier à Munich, de Merz et de Macron. D'ailleurs, très intéressant, Merz parle en allemand, Macron parle en anglais. Non mais très intéressant, symboliquement. Oui, non mais ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas oublié sa langue et qui défend ses intérêts, et l'autre qui a oublié sa langue et qui est l'idiot utile de ça. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Non mais c'est une parenthèse. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train d'accélérer en utilisant ce conflit intérieur à l'Europe, dramatique. Ils sont en train d'accélérer sur 2 points, la dette commune d'un côté et l'Europe de la défense commune, c'est-à-dire il est en train de brader notre force de dissuasion. C'est de la haute trahison, mais totale, dans l'indifférence médiatique, etc. Donc, vous le voyez, ce n'est pas seulement l'erreur, la pire erreur géostratégique, c'est aussi le moyen d'accélérer le saut fédéral dont ne veulent pas les peuples et de le faire très vite pour que, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une menace extérieure pour forcer les gens à s'unir. Et la double menace financière par la dette, l'épargnant qui a peur, et la menace du russe méchant qui va vous envahir sur la logorée de l'idéologie communiste des années 50, qui est restée dans le vieux fond français conservateur, fait que là, il y a vraiment péril en la demeure et qui va essayer de tout faire dans l'année qui vient pour que ce soit irréversible. Irréversible. Mais je suis trop long, donc je te laisse la parole, ou monsieur surtout. Merci. Nous assistons à une lutte de différents blocs, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, pas vraiment un bloc, mais quand même. Donc, face à cette instabilité mondiale, d'après vous, quelles sont les stratégies mises en œuvre par les uns et les autres? Dans quel but? Et au profit de qui, surtout? Moi, je crois qu'il y a un point sur lequel, en France, on n'est pas dans la réalité. C'est qu'on est devant un risque de guerre nucléaire. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a dit « Nous allons bientôt connaître un temps comme celui qu'ont connu nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. » Et je ne citerai pas Fabien Mandon parce que vous le connaissez tous. Donc, on est devant le risque d'une guerre qui peut escalader jusqu'au nucléaire. Et déjà, disons à partir de 2010-2011, les États-Unis ont déployé des armes anti-armes, les fameux ABM, en Roumanie, en Pologne et en Slovaquie. En Pologne, dès 2010. Donc, on dit que c'était des armes anti-armes. Mais les États-Unis eux-mêmes, en 2002, étaient sortis du traité des armes anti-armes. Et aujourd'hui, ces armes anti-armes peuvent être reconverties, ce qu'avaient dit les Russes, à juste titre à l'époque, en armes offensives.
depuis ces pays-là. Alors qu'on avait promis qu'il n'y aurait pas de déploiement des armes offensives plus loin que les frontières de l'Allemagne réunifiée. Encore pas en Allemagne, parce qu'elle était supposée ne pas avoir d'armes nucléaires stationnées en Allemagne. Il y en a en Allemagne de l'Ouest. Donc, dans cette situation-là, on est devant aujourd'hui quelque chose d'encore plus grave. C'est que le traité des New START, le traité sur les missiles stratégiques, n'est plus valable depuis le 6 février. Il n'y a plus aucun de traité de la guerre froide qui stabilisait un peu les choses. Destruction mutuelle assurée, c'était pas bien, mais c'était mieux que rien. Maintenant, il n'y a rien. Donc, on est dans une situation où les experts jugent qu'on est dans une situation encore plus dangereuse que lors de la crise des missiles de Cuba de 1962. Heureusement, Kennedy avait pu résoudre avec Khrouchtchev, et on l'oublie avec la médiation du Vatican, où Jean XXIII joue un rôle fondamental à l'époque, ça on l'oublie de le dire. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on est devant cet affrontement qui, peu à peu, se dessine et évolue. Donc, c'est extrêmement dangereux. Les Russes en sont plus conscients. Serge Lavrov l'a dit à plusieurs reprises, qui est le ministre des Affaires étrangères de Russie. Donc, que faire? Et c'est la question à laquelle nous devons répondre ensuite. Mais je dirais que toutes les crises actuelles, parce que vous aviez posé cette question au départ, que ce soit Gaza, que ce soit au Kivu, que ce soit là, sont des crises d'un système qui est en train de s'effondrer parce qu'il repose sur les sables mouvants financiers et sur l'idée du juriste du Reich, Carl Schmitt, qui est une idée virulemment géopolitique, sur laquelle on a besoin d'un ennemi pour exister. C'est la thèse de l'ennemi existentiel. Il faut être contre l'autre, nécessairement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sur cela, je pense qu'il est très important que le pape actuel, Léon XIV, ait dit qu'il fallait revenir à un philosophe qui est un grand philosophe de l'aube de la Renaissance, Nicolas de Cruz. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est à l'occasion du jubilé qu'il l'a dit. Et que ce philosophe dit qu'il y a une façon de penser où on a nécessairement un ennemi. Il y a des contraires, et ces contraires, l'un doit nécessairement prévaloir contre l'autre. Et il faut penser autrement. Il faut voir cette pensée que lui avait amenée, Nicolas de Cruz, la coïncidence des opposés. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on travaille ensemble, on peut s'entendre. Et ça, c'était avec la Russie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être aussi avec la Chine. Il y a une Europe de l'Atlantique à l'Ural, mais aussi une Europe de l'Atlantique à la mer de Chine. Et pas de guerre de bloc. On n'est pas anti-américain pour cela. On crée au contraire avec la France l'idée qu'on est médiateur, qu'on a cette capacité, qu'on est peut-être une petite chose, mais cette petite chose sans laquelle la réaction chimique positive ne peut pas se réaliser. Et on a ce pouvoir et on a cette autorité. On doit exercer les deux. Aujourd'hui, évidemment, on voit exactement l'inverse, et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. On est, et avec ceux qui ont parlé auparavant, on est devant un chef d'État qui est, pour dire les mots, une carpette devant tout, qui n'est rien, qui est peut-être un algorithme, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être là un tout petit point de désaccord. J'en ai trouvé un, je cherche. Non, j'ai longtemps cru que Macron n'était rien et je pense qu'on le sous-estime depuis longtemps. C'est-à-dire, je pense qu'il a un projet. Il a un vrai projet. Et il a un vrai projet et il est beaucoup plus redoutable qu'on ne le croit, prêt à tout. Et que son projet, c'est vraiment, parce que je pense qu'il y croit au fond. C'est ça le drame. C'est d'accoucher d'un nouvel État européen et de liquider les pays, les nations. Et qu'il est prêt à tout pour ça. Je pense qu'on ne peut pas comprendre sa stratégie. J'ai eu du mal à le comprendre. Mais vraiment, je reconnais que je me suis trompé. Et je l'ai découvert plus tard. Et que sa stratégie du quoi qu'il en coûte est une stratégie que tu connais bien, qui était la stratégie de l'unification des États américains par la dette. Parce que si tu regardes le moment hamiltonien, comment les États américains sont faits par la dette, et quand il y a trop de dettes, pourquoi ils laissent la dette filer? Pourquoi il s'en fout? Pourquoi il s'en fout? Non mais sincèrement, parce qu'il sait très bien que c'est le moyen d'asphyxier les Français et qu'à un moment, on nous dira il faut mieux fondre tout ça dans un ensemble et puis finalement, on s'en sortira, c'est la dette de tout le monde, etc. Donc cette histoire de la dette, elle m'effraie. Et quand je vois, je suis désolé, on va faire un peu de politique, mais
quand je vois comment Bardella a fait une interview au Financial Times, je ne sais plus. Hein. Oui, mais c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, qu'on l'aime ou l'aime pas, qu'on le veuille ou non, c'est la première force d'alternance. Non, mais ça ne le restera pas et je me bats pour qu'il y ait une autre force d'alternance qui émerge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des forces d'opposition officielle, l'opposition officielle, c'est comme dans les... Il y a toujours une opposition officielle. Bon, l'opposition officielle est rentrée dans la logique, comme elle est rentrée dans la logique sur l'Ukraine, comme elle est rentrée dans la logique. J'étais le seul député, c'est pas pour me vanter du tout, ça n'a aucun rapport. Mais quand le président de la Rada est venu faire un discours à l'Assemblée nationale française et que 8 jours avant, il avait honoré Bandera dans un tweet lors de la fête nationale ukrainienne ou de l'anniversaire de la mort de Bandera, quand vous imaginez, parce qu'il faut quand même savoir où on en est, quand vous imaginez qu'il y a 500 députés français qui sont venus applaudir debout un mec qui, 8 jours avant, honorait Bandera, qui a massacré des milliers de juifs, et que tous ces gens se disent antiracistes, machin, ils nous font des leçons, ils vont inaugurer des stèles à Halimi et toute la journée, mais on est chez les fous. Et que j'étais le seul à ne pas y aller en disant je n'irai pas assister à ça, et que j'ai été conspué par des forces politiques de l'opposition, et je ne cite pas qui, et qu'on m'a dit tu nous fais perdre des voix avec tes déclarations anti-ukrainiennes. Voilà ce qu'on m'a dit à la buvette de l'Assemblée. Et j'ai dit jamais je céderai, je n'irai pas applaudir un mec qui ose honorer Bandera. Il y a un moment, ça tourne plus rond. Donc le vrai problème, je reviens, je fais des digressions, mais vous parliez des stratégies des uns des autres. Je crois qu'il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse ouvrir les yeux aux Français sur la démarche rationnelle dans l'irrationalité. Elle est irrationnelle pour nous parce qu'on aime la France, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a une idée de l'union des nations d'Europe qui va jusqu'à la Russie et qui doit avoir, et je te rejoins complètement, la stratégie d'un non-alignement, non pas pour se laver les mains du monde, mais dans la vision de Gaulle, d'une France qui a ses valeurs, qui se défend, qui a sa force de dissuasion, qui a son indépendance, qui ne rejette pas les coopérations avec les uns ou les autres, parce que ceux qui vous font croire qu'on va être tout seul au milieu de l'Atlantique avec notre drapeau et qu'on va rejeter tout le monde, c'est une illusion aussi. Il faut qu'on bâtisse des coopérations et que ces coopérations, puisque vous demandiez dans la seconde question, j'ai regardé les questions pour ne pas déborder sur la troisième et la quatrième, mais quelle stratégie pour la France? En tout cas pour moi, c'est qu'il faut reprendre notre liberté, se renforcer nationalement pour avoir les moyens de notre liberté, bâtir des coopérations avec nos voisins, mais bien ciblées et à géométrie variable et en gardant toujours la capacité de s'en retirer si ça déraille, et puis ouvrir les bras vers la Chine, vers la Russie bien sûr, l'Amérique latine, l'Afrique. On a tout perdu, beaucoup plus qu'on ne croit en Afrique, à cause de l'affaire libyenne, bien sûr, de la folie de Nicolas Sarkozy, et puis, bien évidemment, de l'affaire ukrainienne, puisqu'on n'a plus aucune crédibilité dans le monde. C'est fini. Donc, heureusement, ça peut repartir, mais il y a un boulot colossal, mais il faut d'abord remettre l'église au milieu du village. Qu'est-ce qu'on est et quelle politique étrangère on veut? Et la politique étrangère qu'on veut, c'est une politique d'abord d'indépendance nationale. La France n'est pas une puissance européenne, elle est une puissance mondiale. Et donc, elle parle au monde. Et à ce moment-là, on va retrouver notre équilibre. Et c'est ça qui est fondamental. Et si on ne parle pas de ça avant de parler du reste, on ne peut pas se faire comprendre des Français, je crois. Et c'est ça qui est important, enfin en tout cas, qui me paraît vital pour les mois qui viennent. Merci. La troisième question, bon, elle a été abordée quand même. Ah oui. C'est pas grave. Je vais la formuler autrement. Face à l'attitude de la France aujourd'hui, dans ce jeu géopolitique mondial. Ah oui, pardon, excusez-moi. Face à l'attitude de la France dans ce jeu de politique, géopolitique mondiale, quelle devait être l'attitude de la France? Et vous, messieurs, en tant que responsables politiques, quelle serait votre attitude par rapport à ça? Moi, je dirais qu'il faut sortir de la géopolitique. Parce que la géopolitique, qu'est-ce que c'est? C'est penser que l'autre est nécessairement un ennemi et qu'on va trouver les conditions
dans lesquels on pourra le dominer. Moi, je suis partisan d'un système gagnant-gagnant, d'une une géoéconomie dans laquelle les économies complémentaires se soutiennent l'une l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait une thalassocratie contre une tellussocratie, comme le dit Dugin par exemple, ou comme le disent les Anglais dans toute leur histoire de leur empire. Je pense qu'il faut sortir de ces notions-là et penser qu'on a quelque chose de commun en tant qu'appartenant à l'espèce humaine, mais que notre nation est le lien absolument fondamental pour y parvenir. Alors, c'est ce que disait De Gaulle dans un discours d'Alger, qui est très beau. Il est à Alger, il est en 1942 ou 43, je ne me souviens plus maintenant, 43 je crois, et il disait « La France manque au monde ». Il n'y a plus de France. Pétain, ce n'est pas la France. Mais aussi, la France a besoin d'être inspirée par d'autres pour, comme un catalyseur, transformer le meilleur des autres en quelque chose qui rendra une certaine idée de la France plus conforme avec son pacte avec la liberté du monde, une fois établi avec la liberté du monde. Et c'est cet engagement-là qui est absolument fondamental à prendre et qui est à en prendre en politique intérieure, avec une volonté de cohésion nationale. Et Macron est destructeur en politique étrangère, mais il est aussi destructeur en politique intérieure. En même temps. Voilà le vrai en même temps. Et je discutais avec un ami, Philippe Grégoire, qui pense aux questions agricoles. Et il dit il faut absolument qu'on rétablisse la mainmise des maires sur l'agriculture et qu'avec les maires, on pense qu'ils ont des programmes d'exception à faire lorsqu'il y a pénurie alimentaire. Aujourd'hui, on est dépendant à 20% des produits importés dans l'alimentaire, alors qu'on ne l'était pas du tout il y a 40 ou 50 ans, et le 20%, ça croît. Donc, il faut faire quelque chose à ce niveau. Ce qui montre qu'on peut faire quelque chose à ce niveau. On peut faire quelque chose à ce niveau aussi contre la drogue. Il faut toucher le sommet des trafiquants. Il ne faut pas faire des choses dans la rue n'importe comment. Donc, il y a toujours un point deal qui se renouvelle si on ne s'attaque qu'au point deal. Il faut faire, comme le voudraient les policiers, montrer jusqu'à la source. Donc, il y a toute une série de politiques à faire qui relient la politique intérieure à la politique internationale, parce que ces intérêts financiers, dans l'affaire Epstein, par exemple, qui les fait ressortir, les gens qui l'ont financé, c'est quelqu'un qui s'appelle en particulier Léon Black, qui était l'adjoint de Mike Milken, qui a fait le premier scandale aux États-Unis, lui a financé, a donné l'argent par lequel Epstein a pu démarrer. Donc, le financier a joué un rôle fondamental dans cette entreprise de chantage que pouvait exercer un Epstein. Donc, on est à ce niveau-là. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a perdu des choses en Afrique, c'est parce que, pas seulement parce qu'on a une politique qui n'avait ni queue ni tête, mais parce qu'on avait une politique qui était immorale pour les Africains. On leur disait, il faut le woke, il faut l'homosexualité, il faut tout ça, c'est bien, c'est une libération. Les Africains, dont beaucoup étaient musulmans, disaient non, on ne peut pas accepter ça. Et Poutine, la Russie, ont joué très habilement sur cela pour s'implanter en Afrique. On oublie ces choses-là. Et nous n'avons pas été conformes à notre propre histoire en cela. Et c'est en cela, moi, j'essaye d'éveiller ça dans ce que je fais. Je sais que Nicolas le fait. Elle l'a fait en tant qu'élu, en tant que responsable dans tous les domaines. Moi, je le fais. J'ai écrit un livre pour essayer d'inspirer les gens à répondre aux cris du peuple auquel on n'a pas répondu jusqu'à maintenant. Je pense qu'aucun régime n'y a réellement répondu. Il y a une histoire de la France où on tente d'y répondre. Et aujourd'hui, c'est le moment parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des empires, il y a des hauts et des bas. Cette fois-ci, c'est à l'échelle du monde. On est tous sur un même bateau. Et la France, qui a toujours été universelle, comme on l'a dit, est le pays qui doit donner l'exemple. Et chacun d'entre nous, nous devons donner l'exemple. C'est ça le défi. Là, je suis à 150%. C'est pourquoi je pense, puisqu'on est ici dans un rassemblement souverainiste, et ça fait du bien, que le souverainisme ne sortira de la confidentialité et de la division que s'il dépasse le souverainisme. Je m'explique. Réapprendre à marcher librement, c'est bien, et il faut se libérer, on est tous d'accord. Mais si on ne dit pas aux Français vers où on va, dans quelle direction on veut aller, le souverainisme est désincarné. Et comme beaucoup de nos concitoyens ont perdu l'éducation, l'appréhension, ont le cerveau lavé par ce système médiatique dérisoire
est pathétique, mais d'ailleurs que les gens rejettent, puisqu'ils ne la regardent même plus. Mais en même temps, on ne leur propose pas quelque chose d'autre. Si on ne fait que réclamer la souveraineté de la France, sans expliquer que cette souveraineté a pour objectif de rétablir la sécurité, de maîtriser l'immigration par une logique d'assimilation et pas de rejet, de reconstituer une base productive, de dompter la finance, de trouver une nouvelle décentralisation parce que les gens ne vivent plus pareil qu'il y a 50 ans, d'avoir la participation, d'avoir une écologie positive, qui n'est pas une écologie punitive, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre l'écologie systématiquement. En un mot, en tout cas, moi, c'est ce que je cherche, et vous verrez, parce que je fais de la pub, parce que si je peux, hein, je le fais. Vous verrez dans le bouquin que je sors là, dans bientôt, parce que ça fait 1 an et demi que je l'écris péniblement, et c'est dur. Je pense que c'est très important. C'est la phrase de Romain Gary. Je reviens là-dessus. Romain Gary disait « Mon pays, ce n'est pas la France. Mon pays, c'est la France libre. » Et c'est très important. C'est la différence entre ce que j'appelle le nationalisme, la France, on est la France à France. Bon, d'accord, on peut répéter ça tous les matins. Brûler les drapeaux des autres et être nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça qui va convaincre les Français. Ça va convaincre 3% des Français. C'est de dire, ce que dit Romain Gary, mon pays, c'est la France libre. Et ce qu'il voulait dire, c'est que lui, cet immigré qui est arrivé en France, etc., il a aimé la France pour ce qu'est l'idée de la France. Et c'est la phrase de Gaulle, une certaine idée de la France. Et là, la France est dans un message universel. Et là, la France ne devient pas simplement un pays de 70 millions d'habitants au milieu des empires. La France devient un levier. Et ça change tout. En tout cas, c'est plus excitant de gouverner la France qui parle au monde que la France recroquevillée sur elle-même, qui ronchonne contre tout le monde. Et je pense, moi le premier d'ailleurs, hein, je fais mon mea culpa, je pense que si les souverainistes, on n'a pas réussi, il faut faire son examen de conscience. Si on n'a pas réussi à convaincre nos compatriotes, c'est pas simplement parce que tous les médias sont méchants, que tous les autres sont méchants, que la terre entière, etc. C'est qu'on n'a peut-être pas trouvé la clé pour ouvrir la porte. Et que cette clé pour ouvrir la porte, en tout cas, moi j'y réfléchis depuis un certain nombre d'années, avec ceux qui m'accompagnent et avec d'autres, il faut qu'on la change. Et qu'on dise aux Français, voilà, la réponse, c'est pas parce que c'est habile ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de faire, les empires renaissent, vous voyez, il faut qu'on soit tous ensemble. Voilà, raison de plus de faire l'Europe. Et à chaque fois, on a le même piège. Ça fait 30 ans qu'ils nous disent ça. Et à chaque fois, nous, on a un discours disant non, 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 nous, on va s'en sortir tout seul. Il faut qu'on arrive à faire comprendre que la liberté est le seul moyen que la France traite la France libre, la France universelle, la France qui a un projet, pas seulement pour elle-même, mais pour le monde, et qui a coïncidence entre le projet français qu'on va proposer en 2027 et le projet du monde. Et c'est là où on va répondre aux empires. C'est David contre Goliath. On ne répondra aux empires pas par la force, mais par la capacité de coexistence dont tu parles. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, et en même temps, les gens le comprennent très bien. Je suis convaincu qu'on peut convaincre les Français là, que leur redonner de l'air, de l'oxygène. Et c'est cet oxygène qui peut permettre, je pense, au souverainisme de représenter, de convaincre la majorité silencieuse des Français qui est perdue. Ce n'est pas dans la radicalité de gauche ou de droite, parce qu'on voit bien qu'il y a une radicalité de droite et de gauche qui s'empare du vide des centristes. Mais nous, on doit inventer cette bienveillance nationale et universelle. Alors, ça peut paraître fumeux, ce que je vous raconte, mais ce n'est pas du tout fumeux. Parce que je pense que le peuple français, au fond de lui-même, il veut revibrer dans cette belle France. Alors, ça vous paraît peut-être abstrait, mais il faut le détailler après concrètement, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'agriculture, en termes d'industrie, en termes d'innovation scientifique, etc., etc. Voilà le discours, en tout cas, que j'aimerais pour qu'on dépasse le corner politique dans lequel on est. Il faut sortir de ce corner politique. Je vous le dis amicalement tous. Vous appartenez à des mouvements différents. Il faut sortir de ce corner parce que là, on a rendez-vous avec l'histoire et on n'a pas le droit de laisser des contrefaçons l'emporter qui nous mèneront
à la ruine nationale. J'en suis convaincu. Voilà. Merci Nicolas. J'ai une question subsidiaire qui n'était pas prévue. C'est une question qui m'a été proposée, soufflée, je peux donner le nom, par notre ami François Martin, qui nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui. Dans l'aspect français, de vouloir retrouver notre souveraineté, nous sommes tous d'accord sur le fond. Sur la forme, à la marge, c'est juste une question de moyens, de délai. Mais globalement, on peut dire qu'on est d'accord. Maintenant, partons du postulat, ce qui est un scénario tout à fait possible. Demain, on apprend que l'UE s'effondre sur elle-même économiquement. Enfin, l'UE n'existe plus. Qui, de facto, nous donne la souveraineté qu'on cherche à retrouver. Dans ce cas de figure-là, que fait-on? Demain, l'Union européenne s'est effondrée sur elle-même, on retrouve notre souveraineté. Que fait-on à court terme, moyen terme? Parce que long terme... Oui, alors, d'accord. En effet, on court à Moscou et on court à Pékin. Et on court dans tous les pays d'Amérique latine. Et on dit, voilà, la France de Gaulle est retrouvée. Le De Gaulle qui faisait le discours de Phnom Penh contre la guerre du Vietnam. Le De Gaulle qui sortait du commandement intégré de l'OTAN. Cette France-là est retrouvée. Sauf qu'on va faire mieux cette fois-ci, parce que le défi est encore plus grand. Et là, on prend cet engagement. Et pour cela, il faut que la souveraineté française soit en résonance et en accord, sans uniformisation, avec la souveraineté des pays qui sont à la recherche de la souveraineté. Et je dois dire que la Russie, la Chine, les pays d'Amérique latine, la nouvelle majorité mondiale, pour dire les choses de façon très simple, est dans cette recherche. Il faut que ce ne soit pas dans une guerre contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, d'abord, ont une puissance actuelle dangereuse, les Chinois sont très prudents par rapport à ça, et d'autre part, ce n'est pas le peuple américain qui est coupable, c'est des élites qui ont occupé les États-Unis. Donc on peut dire que ces élites anglo-américaines de New York, qui opèrent sur les sables mouvants des crypto-monnaies, des spéculations financières, toutes ces élites-là contrôlent les États-Unis, mais ne contrôlent-elles pas de façon directe ou indirecte aussi la France? Donc nous avons un intérêt commun des peuples du monde pour cette cause commune qui est celle de l'humanité. Et si on fait comprendre cela, et si on montre concrètement comment on doit faire, et comment ce mouvement qui va de l'avant vers une alliance entre pays souverains pour leur développement, et comment il y a un reflet dans la politique du service public. Et la France, qu'est-ce qu'elle a comme tradition? Celle du domaine public. Le domaine public est inaliénable. Ça a commencé avec la monarchie. Jean Baudin a établi la doctrine de la souveraineté nationale. Et qui la connaît? Et là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Han Wuning, qui est le conseiller, qui a été conseiller de Jiang Zemin, de Hu Jintao et actuellement de Xi Jinping en Chine. Pourquoi? Parce qu'il est francophone, figurez-vous. Alors on dit que c'est un dur, qu'il est un méchant. Il est francophone, il a lu ces choses et il a écrit quelque chose, un autre livre très intéressant, L'Amérique contre l'Amérique, en montrant qu'aujourd'hui, il y a une fausse Amérique qui est au pouvoir. Cette fausse Amérique détruit celle qui s'est libérée dans une guerre anti-impérialiste, il faut l'appeler par leur nom, de l'Empire britannique, dans sa révolution, dans son indépendance. Et moi, j'ai des amis aux États-Unis qui veulent y revenir et qui se battent pour y revenir, avec différents éléments dans la société qui vont dans ce sens. Donc je crois que ces alliances à travers le monde, en manifestant notre souveraineté par rapport à toute notre histoire et ce qu'elle a représenté, c'est vraiment cela qui est l'avenir et c'est par cela qu'on échappera à quelque chose qui peut être au mieux, si on continue comme on va, une désintégration financière totale qui entraînera une crise économique terrible et au pire une guerre mondiale. Donc il faut sortir de ça et ne pas faire comme ce cercle des volontaires européens. Vous voyez ensemble Starmer, Macron et Merz. Bon, vous pouvez rire dans un premier temps, vous avez peur dans un second temps. Ces gens-là qui pensent qu'on peut être va-t-en-guerre sans avoir ni les moyens d'être va-t-en-guerre, ni les hommes, ni la volonté, ni la lucidité qui permet d'échapper aux guerres. Ils n'ont rien.
Et est-ce qu'on va laisser les gens comme ça en place? Et je pense que chacun d'entre nous doit, à sa place, dire que la question c'est la paix ou c'est la guerre, c'est d'être dans des conditions avec un autre dans lesquelles on vit mieux, on développe quelque chose, et que chacun a ses particularités. Si on est tous égaux, on serait Dieu ou un ange, ça ne vaudrait pas la peine. Donc on a ce point commun de s'organiser et de vouloir un avenir meilleur. Et cela, c'est un monde qu'on a pu appeler multiperspectiviste, c'est-à-dire plusieurs perspectives, plusieurs chemins, avec un même engagement, qui est cette amélioration de tout ce qui est développement, art, sciences, culture, ce qui aujourd'hui est désagrégé, détruit, en particulier chez nos jeunes, avec ces sociétés des écrans où ils passent entre 3 et 8 heures par jour. Donc, il faut absolument interdire les portables à l'école, c'est bien. Donner une meilleure culture, c'est mieux. Et cette meilleure culture, on doit trouver en faisant notre examen de conscience et en voyant comment on peut la communiquer dans la vie quotidienne, en même temps que montrer l'engagement à l'international. Alors, il y a tellement de questions dans la question. D'abord, la première question sur l'Union européenne. Moi, j'ai évolué, tout le monde le sait. J'ai longtemps pensé qu'on pourrait la modifier de l'intérieur et j'ai renoncé à cette hypothèse récemment, après la crise Covid, après l'évolution de la guerre en Ukraine et les attaques aux libertés. Voilà pourquoi, et je sais que certains vont dire il a changé d'avis, tant mieux. C'est que je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre issue que la sortie. Je suis clair. Et je le dis, j'ai toujours été dans ma vie politique sincère. Je peux m'en vouloir, mais j'ai toujours dit ce que je pensais. C'est une grande chance et c'est rare. Quand je pensais que ce n'était pas mûr, je pensais que ce n'était pas mûr. Aujourd'hui, je pense que c'est mûr. Et je vais vous dire pourquoi j'ai évolué. C'est en écrivant mon livre au cours de l'année. Parce que j'ai trouvé le truc. Je pense qu'il faut revendiquer la sortie, mais pas la sortie à l'anglaise. Je m'explique. La France est un pays continental. Ce n'est pas la même histoire que l'Angleterre. Il faut, ce que je propose, et je vais être très clair parce que j'entends dire tout et n'importe quoi, je propose que la France annonce la sortie. C'est-à-dire, le président arrive, il dit on sort. Il est d'ailleurs élu sur la sortie. Clair, pas d'ambiguïté. Alors on peut appeler ça le Frexit, si on veut. Mais je ne pense pas que ce soit malin électoralement. Mais ça, c'est un débat linguistique, on s'en fout. La sortie. Ensuite, 1 an de moratoire. La France, du premier jour où il y a un nouveau président, dit « je n'applique plus Schengen, armée aux frontières pour bloquer les trafiquants, pour etc. » Deuxième point, je n'applique plus le droit européen, le droit national, avec référendum immédiat, supériorité du droit national. Je ne verse plus un centime à l'Union européenne, la baudruche se dégonfle, et je n'applique plus les directives. Je ne touche pas au reste pour l'instant. Et je vais voir, je demande un Conseil européen, et je dis au peuple d'Europe, au peuple, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important, c'était la percée que j'ai eue dans l'année dernière. Pas aux dirigeants, au peuple d'Europe. Le président français dit à tous les peuples d'Europe, nous allons dissoudre l'Union européenne. Elle est morte, elle est finie. La France s'en va, mais la France ne veut pas partir seule. La France invite d'autres pays à venir. La France, elle est européenne. Elle fait partie du continent européen. Ce n'est pas l'Angleterre, la France. Excusez-moi, j'insiste là-dessus. C'est fondamental pour la suite. La France dit à tous les peuples d'Europe, pas aux dirigeants qui sont détestés par leur peuple. La France s'adresse au peuple d'Europe et dit cette organisation, l'Union européenne, est morte parce qu'elle a trahi l'idéal européen. Elle a trahi la réconciliation. Elle a trahi les peuples. Elle les opprime. Elle les envoie dans la guerre, dans la pauvreté de masse. Donc, elle est finie. La France s'en va. Pas contre vous. Elle s'en va parce que c'est une dictature. Et la France propose un traité des nations libres qui vont travailler ensemble dans une coopération très souple. Ce traité, je l'ai écrit avec les Danois en 2006, après le référendum du non. Il vaut ce qu'il vaut, vous le retrouverez, je le publie dans mon livre, il peut être manié, on s'en fout. C'est un traité de confédération qui peut s'élargir demain à la Russie, qui est un traité d'organisation, de coopération. Alors je sais que certains souverainistes purs et durs vont dire « Oh là là,
Dupont-Aignan voyait les panettes, il a eu du temps à vouloir être pour la sortie et maintenant il veut nous remettre le fil à la patte avec un traité. Eh bien, je le dis, les Français, nous suivrons majoritairement dans notre sortie de l'Union européenne et notre destruction de l'Union européenne que si on a un horizon de coopération avec les uns ou les autres, qu'on explique que ça ne sera pas la France toute seule au milieu de l'Atlantique comme l'Islande, ça sera une France libre, ses frontières, son budget, sa monnaie qu'il faudra retrouver, c'est une évidence, ses lois, mais que cette France libre, elle va travailler avec les autres, avec tous les pays du monde, et qu'il y aura peut-être des coopérations plus intenses scientifiques avec un pays d'Europe, avec un autre sur le plan spatial avec la Russie, sur le plan de la pharmacie avec l'Allemagne, sur le plan... Pourquoi on se refuserait ça? Et je peux vous dire que la manière dont on va le présenter va changer le regard des Français sur les souverainistes. Parce qu'en disant ça, on va pouvoir montrer qu'on propose un nouvel horizon et que les dirigeants des pays européens, comme au moment de la Révolution, vont être balayés par leur peuple. Parce que, bien sûr qu'il n'y a pas tous les pays qui vont dire « Bravo la France, on va avec vous ». Non, ça c'est sûr. Mais ne serait-ce que si on détache 2-3 pays, c'est plus une évasion de la prison européenne, c'est la destruction de la Bastille européenne. C'est-à-dire que ça s'effondre. Si on fait le même coup que l'Angleterre, regardez Starmer qui est allé revoir Van der Leyen, là, les déclarations de Starmer hier. Oh, on est parti le Brexit, mais on a d'aussi bonnes relations qu'avant le Brexit, et puis petit à petit, on va tout regagner. C'est-à-dire que la prison, elle est restée. L'évasion, c'est mieux, c'est bien, il vaut mieux s'évader qu'être en prison. Mais la destruction de la Bastille et la destruction de la prison avec les peuples d'Europe, c'est un changement copernicien et ça va nous permettre de rassurer les Français. Parce que si on veut sortir de l'Union européenne, il faut quand même le faire avec les Français. Et je suis convaincu qu'ainsi, on change le premier point. Deuxième point, je réponds à la question, je suis très vite. Il n'y a plus d'Union européenne, on a gagné. Oui, 2 minutes. Excusez-moi, oui, 2 minutes, mais là, il y a 14 minutes qui restent. Donc, on ne nous enlève pas le temps de parole comme ça. C'est marqué 13,56. Donc, bon. Il était réglé sur 1 heure au lieu de 50 minutes. Ah, bon, alors 3 minutes. Bon, alors 3 minutes. Bon, donc j'en viens à l'idée. Le problème de la France aujourd'hui, mon cher Jacques, c'est que si tu revenais au temps du général de Gaulle… Non, on ne peut pas. Non, mais tu dis, la France est de retour, le discours de Phnom Penh et tout, vous tous là, vous l'assumez. Mais qu'est-ce qu'on a fait des Français? Il faut quand même être franc entre nous. Ah, c'est filmé, c'est emmerdant. Mais 50 ans de dépendance, de discours, si vous voulez, c'est comme si un animal sauvage ou une poule sauvage, vous la mettez dans une batterie à la lumière pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'on a fait des Français? Donc moi, je pense qu'il y a des millions de Français qui sont comme nous, qui ne supportent pas, mais il y a aussi des millions de Français qui ont été habitués à la dépendance, à la servitude, et qu'il va falloir un immense travail, notamment dans la haute fonction publique pour virer tous les traîtres et les collabos, dans le monde économique pour s'appuyer sur des chefs d'entreprise patriotes, dans la finance pour pouvoir… je veux dire, ne vous trompez pas. Nous sommes tous des souverainistes, des patriotes, des amoureux de la France. Mais pendant 50 ans ou 30 ans, ils ont tout fait pour détruire l'âme de la liberté. Et donc, il y a tout un travail énorme de bataille culturelle, de bataille éducative, de rééducation, je dirais, de réapprendre la liberté. Si vous sortez dans un espace libre, un animal qui a été enfermé, il a du mal à réapprendre la liberté. Et tout notre travail, c'est de le rassurer sur la manière dont on va réapprendre. Ça veut dire rétablir l'ordre en France, mais pas interdire les libertés, donc rétablir l'ordre contre les vrais bandits. Ça veut dire retrouver une puissance industrielle. Ça veut dire des réformes de libération, la participation dans l'entreprise, l'accession sociale à la propriété pour responsabiliser les gens. Ça veut dire le retour de l'aménagement du territoire où on arrête la métropolisation qui est en train d'asservir les gens pour qu'ils retrouvent les départements, les villages de France.
Donc, en fait, il y a toute une cohérence pour réapprendre la liberté aux Français. Ça, c'est pour moi fondamental parce que tu peux avoir la suppression, la prison s'évade, et on fait quoi? Et après, tu as des démagogues de droite ou de gauche et on va à la guerre civile, comme on a vu là ce qui s'est passé à Grenoble, parce qu'on n'est pas loin de la guerre civile, les amis. Donc, il y a un immense travail à faire pour réapprendre la liberté aux Français, la responsabilité individuelle, et reparler au monde. Mais ça, c'est pas gagné non plus. Donc, on a un immense travail à faire. Et je pense leur redonner confiance en eux-mêmes. Oui. Parce que les gens n'ont plus confiance en eux. Et tout à fait. Et il faut leur montrer qu'ils peuvent faire et qu'il y a des gens qui sont prêts à se mouiller et à risquer éventuellement leur vie, leur honneur et leur patrimoine. Vous savez ce que disait De Gaulle, je vais le citer encore une fois, il disait à un moment tragique de l'histoire, les gens qui sont en place, ceux qui ont la possession, les possédants. Les possédants sont possédés par ce qu'ils possèdent. Ils sont des possédés. Et aujourd'hui, il faut nous détacher de cette possession. C'est la grande question avec Trump. Trump veut faire la paix, peut-être, je ne sais pas, étant donné que je ne suis pas dans sa tête. Mais il veut faire la paix sur les sables mouvants de la spéculation financière. C'est impossible. On ne peut pas. Donc, il faut montrer aux gens ce qu'est vraiment une économie. L'économie, qu'est-ce que c'est? C'est les pouvoirs créateurs de l'être humain. C'est justement la confiance qu'on a chacun pour l'autre dans ce qu'on peut créer de nouveau. Et c'est franchir les frontières dans lesquelles on est habitué à demeurer dans l'esprit. Et c'est d'aller au-delà et d'inventer quelque chose. C'est la science, c'est l'art et c'est la beauté. Et moi, je pense, comme le dit le prince Mishkin dans L'Idiot de Dostoïevski, que la beauté sauvera le monde. Et qu'il faut retrouver cette véritable culture du beau, du juste, du vrai, et il faut la retrouver dans la vie quotidienne. Et dans cela, un bon menuisier, un bon agriculteur, un bon paysan a beaucoup plus de valeur qu'un soi-disant savant qui vit avec sa logique et ses formes. Et il faut sortir d'une fausse logique pour aller vers une vraie création. Et c'est là le grand défi de l'époque et avec lequel on peut redonner confiance aux Français avec des choses très très concrètes depuis l'école. On peut faire à l'école, par exemple, des jeux sur, on dit que c'est mon obsession, sur la conquête de l'espace. Moi, j'ai un ami qui a fait beaucoup mieux. Il a amené des objets préhistoriques en classe, dans un milieu où toute la classe chahutait tout le temps, gueulait, engueulait, avait des portables, etc. Et au bout d'un certain temps, on dit, mais c'est l'homme qui a fait ça, c'est des cailloux. Mais regarde ce qu'on peut faire avec ces cailloux. Et montrer comment on pouvait buriner, creuser, aller de l'avant, faire des choses, faire un biface, qui est une extraordinaire invention, avec une double esprit jamais vue dans la nature, l'être humain l'a fait. Et les élèves commençaient à être passionnés. Et au bout d'un moment, ils pouvaient leur apprendre même le théorème de Pythagore et comment le prouver. Donc c'est ça, mettre les gens dans les bases de la création. Merci Jacques. Quelle belle conclusion, le beau, le juste, le vrai. C'est une belle conclusion. Bravo. Merci. Le beau, le juste et le vrai, mais si possible dans la vie courante et pas seulement dans les temples, dans les églises ou dans les mosquées. C'est entendu. Et merci à tous les deux. Et merci aux organisateurs de cette réunion. Merci beaucoup.